Il est où le manager? C'est lui qui s'occupe. Qui lève sa main. Et qu'on l'acclame très fort. Vous voyez, on dit souvent que les gens très discrets, c'est eux qui font le bon boulot. Il en est un. J'aimerais également qu'on acclame tous ces collaborateurs de l'organisation. Il commence par M. Izan, il est quelque part toujours là. Ce cercle-là, c'est qui? Pardon? Non, j'ai suivi la bonne réponse que je dois. Voilà, c'est Android Oreo. Dans la dernière version d'Android actuellement disponible. Je veux 3 personnes qui vont se lever et qui vont me donner le nom et le numéro de série de la version d'Android qu'ils ont. 3 personnes. Oui, vas-y. Android Nougat, Android 7. Voilà, il a Nougat. Oui. C'est un point hasard. Oui. Moi j'ai Android 4.4.4. Mais c'est qui au tableau, c'est 8. Il y a un problème. C'est un sérieux problème, en fait. Parce que Google est en train d'avancer, mais les constructeurs n'avancent pas au même niveau qu'eux. Donc il y a tellement de nouveautés, à la fois pour les utilisateurs, mais aussi pour les développeurs que Google nous propose par rapport à Android. Mais l'idée pour Google derrière ça, c'est comprendre à vous, développeurs, qui tournez sur Android, que vous pouvez utiliser ça dans vos applications. Peu importe ce que vous allez faire. Faire en sorte que vos applications en fait puissent être miniaturisées pour que l'utilisateur reste en contact avec l'application malgré qu'il soit ailleurs. C'est Emmanuel Foka, designer à Modasoft, étudiant à l'MSPM, l'Université de Mawa. Et mon deuxième qui n'est pas là, c'est Thierry Meli, également développeur à Modasoft. Le thème de notre partage de cette matinée, c'est What's the next for the web? Donc pour cela, comme on le dit, l'organisateur principal de GDG, donc ça sera déroulé en français, bon, comme je ne suis pas anglophone au sens du terme. Bon, le plan de notre partage va se dérouler ici. Nous allons parler des Progressive Web Apps, les applications web progressives. Nous allons parler de Notification Watch Web App et nous allons parler également des API. Et pour cela, nous aurons à échanger sur les différentes API, les API Web Share, l'API Fetch, l'API Media Session et l'API Web PSP et l'API Shape Detection. Ainsi est le plan. Les caractéristiques d'une PWA, ces caractéristiques sont, on a retenu au moins 5, elle est installable. Une PWA peut être installée sur l'écran d'accueil de l'appareil, ce qui la rend facilement disponible. Elle est actualisée lorsque de nouveaux contenus sont mis à jour et que l'utilisateur est connecté à l'internet. Ces contenus peuvent être disponibles dans l'application. Elle est rapide, se charge rapidement, comme un site web. C'est ça le cas des rapides, fiable. Elle peut être stockée en données locales et peut être consultée hors connexion, donc sans internet, sans connexion internet. Bonjour à tous, comme il a déjà dit, je suis Kapche Vanessa Linda, GDG Marois. La présentation aujourd'hui se centre sur la question quels sont les outils que Google nous offre pour mieux éduquer les jeunes en informatique. Déjà, en parlant d'outils, Google a une panoplie d'outils qui peuvent être utiles pour l'éducation d'abord, que ça ne soit pas seulement au niveau des jeunes, mais l'éducation en général. Si on prend le cas peut-être d'un papa qui n'est pas présent pendant une semaine et qui veut suivre l'éducation de son enfant, Google lui offre la possibilité de travailler avec son enfant étant à distance à travers certaines applications. Déjà, il est nécessaire déjà d'avoir un compte Gmail. Maintenant, grandissant des programmes. Pourquoi des programmes? C'est-à-dire apprendre avec les autres ou bien développer son sens de créativité pour l'innovation des jeunes. Apprendre avec les autres comment, ou bien on prend le Google Science Fair. Ici, c'est un programme qui est pour les élèves de 13, les jeunes âgés de 13 à 18 ans. Ici, s'ils ont une idée de projet, ils viennent, ils s'associent, ils compétissent ensemble. C'est un truc qui est mondial. Moi-même, Batou et Maïdadi, mon camarade Apollinaire, Benoît Sona qui vient de présenter la WTM. Tu ne sais même pas. Hein. Et Gensier
ici devant vous. Bon, pour présenter ce que c'est que l'annuaire, je vais donc passer la parole à Andan. Une liste, un répertoire mis à jour régulièrement qui regroupe des informations, c'est-à-dire nom, adresse, coordonnées, etc., sur les membres d'une association, d'une entreprise, d'un établissement d'enseignement, d'un organisme professionnel, d'une filière spécifique ou sur les données d'un service. Voilà. Donc, et pourquoi l'annuaire à l'université de Ngaoundéré? Qu'est-ce qui a poussé à la réalisation de ce projet? L'annuaire, pourquoi avoir un annuaire à l'université de Ngaoundéré? À cause des insuffisances dues par exemple à la mémoire du téléphone. Nous ne pouvons pas enregistrer tous les numéros de téléphone, tous les numéros de l'université dans notre téléphone. Il y a des insuffisances au niveau de la mémoire. Nous avons le caractère ponctuel d'un contact. En fait, on n'a pas toujours besoin, on peut avoir besoin d'un contact à une période donnée et puis bon, il ne nous sert plus à rien. Ensuite, nous avons l'étendue du campus. Ça inclut aussi le nombre important du personnel. Nous avons la multiplicité des établissements ralliés à l'université et localisés géographiquement dans des situations géographiques éloignées. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles on aurait besoin de cette annuaire-là. Je pense que pour utiliser ça, il faut étudier les habitudes d'enseignants. Vous comprenez, non? Ils sont très... Enfin, c'est une cible qui est un peu... bizarre, Capricieuse. Je disais que, en fait, si vous avez bien observé l'application, l'interface là semble calquer ce que les autres utilisent, en fait, ce qu'on a l'habitude d'utiliser, par exemple, avec les autres messageries comme Gmail et tout ça. Ça semble calquer. Donc, ce qui fait que, comme les utilisateurs sont habitués à utiliser, par exemple, le Gmail, ce sera beaucoup plus facile pour eux aussi d'utiliser cette application-là. Déjà, l'un des objectifs du projet, c'était la conservation des données, de nos données chez nous. C'est une des choses. Une seule adresse IP d'abord nous permet d'héberger des milliards d'applications sur une seule machine. Ça, vous savez ça, non? Oui. Voilà. Et nous, on en a 1024 ici. Notre système ne va pas juger de la pertinence ou non de la liste. On fait confiance. On fait confiance à l'établissement qui produit la liste. L'établissement qui produit la liste. Oui, si l'établissement produit la liste, justement, l'établissement ou la DAC, là, ça dépendra comment on va procéder. Ça peut être l'établissement, ça peut être au niveau de la DAC qu'on va récupérer la liste des enseignants. Une chose est sûre, comme ce sont les autorités, les personnes les plus autorisées qui produisent la liste, on suppose qu'on peut faire confiance à la liste qu'ils nous produisent. Donc ici, l'application fait quoi? L'application offre trois utilisateurs, à savoir le client, le CAD et l'administrateur. Bon, toute personne n'est pas habilitée à être CAD. Donc lorsque le CAD s'inscrit, il va falloir que l'administrateur vérifie et certifie vraiment que c'est un CAD et valide son compte. Bon, pour le client maintenant, une fois que vous vous inscrivez, vous avez directement accès à l'application et vous avez une liste de CAD où vous pouvez solliciter, je vous souhaite un tel CAD. Vous mettez peut-être le service que vous souhaitez. Je sollicite vos services peut-être pour dédouaner mon véhicule tant. À partir de là, c'est vrai, on n'a pas encore inclus un système de chat dans l'application, ce serait pour plus tard. À partir de là, ils peuvent échanger et entrer en contact. Maintenant, une fois que le CAD va effectuer cette opération, à la fin, le client a une note à donner au CAD pour ce service rendu. Donc, il y a un système d'évaluation. Que seul le client qui a sollicité ce CAD ou ce service est habilité à évaluer sur une échelle de 5. Donc, et à la fin, il y a des statistiques qui sont données par l'application. Malheureusement, on n'a pas de connexion pour essayer. Qui est donnée par l'application et range les CAD en fonction des notes données par les différents utilisateurs pour les services rendus. Et aussi ici, guider des procédures. Ici, sur cette page web, malheureusement, toujours comme il n'y a pas de connexion, ici, sur cette page web, on avait la possibilité de voir les différentes procédures à faire à telle ou telle date. Peut-être, par exemple, même si le véhicule n'est pas encore arrivé au pays, vous pouvez exécuter telle ou telle tâche pour gagner en temps. En fait, l'application ici actuellement fait quoi? Il regroupe les différents services, comme elle a dit. Déjà connaître la valeur ou les charges approximatives que vous devrez débourser. Parce qu'il faut le dire, certains en a les usagers. On va par exemple te dire, là, tu as su peut-être combien coûtera ta vignette ou bien la saisie du BL et autres. Ça, tu connais, tu as une idée.
Bonsoir à tous. Je suis devant vous. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est pour la présentation de Arduino. Ces derniers temps, on entend tous objets connectés. Ça fait trop de buzz maintenant. En fait, qu'est-ce qu'un objet connecté en fait? Quelque part, avoir une idée. Bon, un objet qui a la connexion. Ouais, qui est connecté un dispositif connecté. Un appareil connecté. Smartphone. Donc, à votre avis, un smartphone, c'est un objet connecté? En fait, moi, ce que j'entends par objet connecté, pour qu'il y ait d'abord connexion entre un objet, il faut encore un autre objet pour avoir cette connexion. Il y a beaucoup d'objets connectés. Donc, ça devait être la même. En fait, il y a deux objets qui sont connectés. On va dans la définition d'un objet connecté. On parle d'objets connectés pour définir des types d'objets dont la vocation première n'est pas d'être des périphériques informatiques. Par exemple, tout à l'heure, quelqu'un a dit un smartphone, c'est pas un objet connecté en fait. Ni des interfaces d'accès au web, mais auxquelles l'ajout d'une connexion Internet a permis d'apporter une valeur supplémentaire en termes de fonctionnalité, d'information et d'interaction avec l'environnement d'usage. Par exemple, le smartphone, je dis que ce n'est pas un objet connecté parce que en fait, le smartphone est conçu d'abord pour se connecter à Internet, donc ça n'apporte rien de plus, non. Par exemple, imaginons une porte qui se connecte à Internet. Dès que tu t'approches, tu parles, ça s'ouvre. Ça fait une différence, non? Ça fait déjà une fonctionnalité de plus par rapport à que la porte fait d'habitude, non? Tu as juste parlé. Dans une maison, tu entres la musique. Ça fait encore autre chose, non? Bon, c'est pas de la magie en fait. Attendez, par exemple, quelqu'un peut penser à une application banale. Si quelqu'un rentre chez moi, je vais être notifié par SMS. C'est faisable. Si par exemple il pleut, je veux qu'on arrête, je veux que mon compteur d'électricité s'arrête pour que je ne puisse pas vider mes appareils. Je veux que mes habits quittent de la corde. C'est possible, c'est bien possible. C'est bien possible. S'il pleut, tu veux que tes habits quittent de la corde, c'est possible. Je vais vous parler du microcontrôleur Arduino et par exemple du Raspberry Pi, qui lui n'est pas un microcontrôleur, mais qui est un ordinateur. Bon, le Raspberry c'est lui là, c'est un ordinateur complet. Il reste juste le disque dur. Le disque dur, il a souvent 2 Go de RAM, il est comme ça. Le disque dur c'est une carte SD. C'est une carte noire. Là vous voyez simplement un port réseau, des prises USB, un port HDMI, port audio.